Bienvenue dans ce journal de World Watch 24, mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres. Sur le plan national, le vendredi 11 novembre 2022, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, président de la République. Et à l'international, bien que la Coupe du monde de football a commencé, l'agent de sécurité qui avait dénoncé les conditions de travail des ouvriers s'inquiète de l'après-mondial. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni vendredi 11 novembre 2022 sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi de finances exercice 2023, un avant-projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la météorologie et écouté deux communications parmi lesquelles on peut citer une communication relative au 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo. La première ministre, Mme Victoire Toméga-Dogbé, a accordé ce mercredi 16 novembre 2022 des audiences à plusieurs délégations à son cabinet. Les différentes personnalités reçues sont entre autres le révérend Okosso, parc fondateur de l'ONG IYF qui y était pour une visite de courtoisie, des membres de l'Ordre national des architectes du Togo, conduit par le président M. Pébinesso Limazi. Les architectes y étaient pour la présentation de la nouvelle équipe élue du Conseil supérieur de l'ONATA. Madame Toméga-Dogbé a également conféré avec Dr Aïssa Taba Sidibé, représentante résidente de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest. L'armée kenyane poursuit son déploiement dans l'est de la République du Congo. Ce mercredi 16 novembre 2022, un nouveau groupe de soldats est arrivé à Goma pour contrer le M23. Le commandant kenyan Jeff Nyaga est celui qui dirigera les opérations à Goma. Regardez. Un deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo a atterri mercredi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. 4 jours après l'arrivée d'un premier contingent d'une centaine de soldats. Ils seront rejoints par des troupes d'autres pays d'Afrique de l'Est devant aider le gouvernement congolais à combattre les rebelles qui contrôlent actuellement certains territoires. C'est en juin dernier que les chefs d'État de l'Afrique de l'Est ont approuvé la création de cette force régionale. Le général Chiko Chitambwe fonde ses espoirs dans ce soutien. J'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise. As a force commander, that is very clear to me. En tant que commandant de la force, c'est très clair pour moi. Nous sommes ici pour protéger et défendre l'aéroport international de Goma, y compris le quartier général de la force, pendant que les autres processus se poursuivent. En plus des soldats kenyans, cette force comptera 2 bataillons de l'Ouganda, du Burundi et du Soudan du Sud. Le commandant kenyan Jeff Nyaga dirigera les opérations qui s'articuleront sur plusieurs axes stratégiques. La guerre n'apporte pas nécessairement la paix. Vous devez poursuivre la diplomatie. Le deuxième point sur cette voie, qui est très important pour vous, c'est la question du désarmement et de la démobilisation. Il ne s'agit pas seulement de cibler le M23, car nous semblons tous nous concentrer sur le M23, mais il y a plus de 120 groupes armés dans l'est de la RDC. Et ils sont à l'origine d'un degré important d'insécurité. Si ces 2 voies échouent, alors nous passerons automatiquement à la 3e voie, c'est-à-dire à l'action militaire. Contrairement à la MONUSCO, la force est-africaine est une force d'intervention et non une force de maintien de la paix. En attendant, les affrontements se poursuivent entre l'armée et les rebelles du M23. Le Goulé Wankulu, une danse rituelle en quête de rédemption au Zimbabwe. Elle est pratiquée dans les villes et les communautés minières et agricoles et est critiquée à cause de son lien supposé avec certaines pratiques. Ses adeptes contestent. Suivez. Au son des tambours, des hommes aux pieds nus portant des vêtements colorés et de masques battent la mesure dans le township de Mufakose au Zimbabwe. Certains ont le visage et la tête recouverts de plumes de volaille. Bienvenue dans l'univers du Goulé Wamkulu.
La grande danse pieds nus d'Afrique tire ses origines du peuple Chewa, du Malawi, du Mozambique et de la Zambie. Nous célébrons nos ancêtres qui ont apporté la culture du Malawi, mais qui sont décédés depuis. Regardez, je suis jeune, mais ce qui me fait mal, c'est que les gens considèrent que notre culture appartient à ceux qui ne savent pas penser et qui ne sont pas éduqués. Pourtant, dans le pays, des langues pensent que cette danse rituelle reste associée à la criminalité. Ces gens sont diaboliques. Ils se déplacent avec des armes et sont de violents criminels. S'ils rencontrent quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils peuvent l'attaquer parfois. Selon des témoignages, un jeune homme est mort après avoir été enterré vivant dans le cadre d'un miracle de résurrection qui a mal tourné. L'apparence du goulé Wamkulu et parfois le comportement des danseurs Nyo font que les gens supposent et pensent qu'ils peuvent être violents ou qu'ils ont d'autres choses qui y sont attachées. Certains associent même le goulé Wamkulu à la sorcellerie, ce qui n'est pas le cas, même si les danseurs sont attachés à la médecine traditionnelle. Face à ces allégations, le goulé Wamukulu, inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2008, tente de redorer son blason. Les écologistes dénoncent les projets gaziers en Afrique lors de la COP27. Ce mardi 15 novembre 2022, la militante ougandaise pour le climat, Vanessa Nakate, s'en est prise aux dirigeants qui continuent de soutenir de nouveaux projets d'énergie fossile. À quelques jours de la fin des discussions sur le climat en Égypte, Vanessa Nakate, la militante écologiste ougandaise, a critiqué mardi les dirigeants qui s'obstinent à soutenir de nouveaux projets d'exploitation de combustibles fossiles, alors que d'autres ont organisé une manifestation symbolique en faveur des droits de l'homme et de l'environnement. Si votre pays ne tient pas sa promesse de ne pas financer le développement de nouveaux combustibles fossiles à l'étranger, en investissant dans de nouvelles infrastructures gazières en Afrique, alors vous n'êtes pas un leader climatique. Si l'expansion prévue de l'exploitation du pétrole et du gaz dans votre pays met hors de portée l'objectif de 1,5 degré Celsius, alors vous n'êtes pas un leader en matière de climat. Je demande donc à chacun des dirigeants présents aujourd'hui, serez-vous du bon côté de l'histoire ? Les groupes environnementaux ont dénombré plus de 600 délégués ayant des liens avec l'industrie des combustibles fossiles lors de la conférence sur le climat. À la suite de l'invasion russe en Ukraine, les nations occidentales ont cherché à consolider leur énergie, notamment avec de nombreux projets gaziers sur le continent africain. La crise russo-ukrainienne a provoqué une augmentation de la demande de gaz en Afrique. Il y a maintenant un nouveau projet, celui du gazoduc Nigeria-Maroc, qui achemine le gaz du Nigeria vers l'Europe en passant par le Maroc. Et nous disons aujourd'hui que nous ne voulons pas que cela se produise. Dans l'accord de Paris, les pays ont convenu de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Mais les scientifiques affirment que cet objectif risque d'être manqué. Les pays occidentaux ont fait leurs emplettes de gaz en Afrique, utilisant la crise énergétique du moment, la guerre en Ukraine et la pauvreté énergétique en Afrique comme prétexte pour commencer à faire de la production de gaz sur le continent. Cela signifie évidemment l'ouverture de nouveaux champs de gaz, de champs de pétrole et aussi la mise en danger de l'ensemble du budget carbone. La Coupe du monde de football a commencé au Qatar.
Un événement festif et sportif pour de nombreuses personnes, mais l'attribution de cette compétition au Qatar ne cesse d'être remise en doute. C'est le cas de Malcolm Bildali, l'agent de sécurité qui avait dénoncé les conditions de travail des ouvriers lors de la construction des stades. Regardez. Il est celui par qui le scandale est arrivé, le lanceur d'alerte sur les conditions de travail au Qatar avant la Coupe du monde de football. Le Kenyan Malcolm Bildali était agent de sécurité dans l'Émirat où il est arrivé en 2016. Ses prises de position lui ont valu d'être emprisonné pendant 4 semaines puis expulsé en 2021. Devenu militant à plein temps pour les droits des travailleurs migrants, il s'inquiète de la situation à quelques jours du début du mondial. Quand les caméras, les journalistes et les fans seront partis, il ne restera plus que les travailleurs et leurs employeurs. Et ce sera encore plus dur de faire respecter les lois existantes, sans parler d'en introduire de nouvelles. Que se passera-t-il une fois la compétition terminée? Je suis très inquiet, pour être honnête. Sous le feu des critiques depuis qu'il a été désigné en décembre 2010 pour accueillir la Coupe du Monde, le Qatar a entrepris en 2018 d'importantes réformes de sa législation sur le travail, instaurant un salaire minimum d'environ 270 € ou en accueillant l'Organisation internationale du travail sur son sol. Rythme harassant, logement insalubre, plusieurs milliers d'ouvriers venus des pays pauvres sont morts sur les chantiers du mondial. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. On se retrouve prochainement.